Super. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de la prépa physique dans les arts martiaux. Donc je vais commencer, comme d'hab, je vais me présenter. Salut. Ouais, vous resterez pas jusqu'au bout, salut Anto. Ouais, pour un petit rappel, aujourd'hui, il y a Camille, Thierry et Jean-Paul, donc 3 combattants français qui combattent en Pologne. Donc merci Anto de participer. Et puis, de toute façon, vous pourrez regarder le replay après. Et n'hésitez pas, les combats, je crois qu'ils commencent à 17h. Et on a le live sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller les voir, les encourager, c'est toujours cool. Du coup, on va commencer. Aujourd'hui, on va parler un peu de préparation physique dans les arts martiaux. L'objectif, j'ai essayé de simplifier un maximum le contenu. On va parler de la préparation physique en général, comment programmer une prépa et comment est-ce qu'on peut développer les deux choses qui vont nous intéresser le plus en Kyoku, l'explosivité et le cardio. Et on verra aussi tout ce qui est à côté, tout ce qu'on va pouvoir développer aussi pour performer, parce qu'évidemment, il n'y a pas que ça. Mais j'ai choisi ces deux thèmes-là parce que c'est deux thèmes bien opposés et c'est deux questions qui reviennent souvent quand les gens cherchent à développer et à performer. Du coup, moi je me présente encore une fois. Donc, je suis Yann Paya, je suis éducateur sportif en réathlétisation. Donc, c'est le fait de prendre un sportif blessé, ok, et de le ramener jusqu'au moment où jusqu'à la guérison et revenir à un niveau de performance égal ou supérieur avant blessure. Parce qu'évidemment, si c'est blessé, c'est qu'il y avait une raison à la blessure en général. Et donc, l'objectif, c'est de le rendre un peu plus solide et de le ramener rapidement à un niveau de performance. Donc, c'est pour ça, pour moi, la préparation physique, c'est un outil que j'utilise avec mes élèves. Pour la petite histoire, je vais aller un peu plus loin dans ma présentation aujourd'hui. Donc, avant d'être éducateur sportif, j'étais chargé d'affaires dans l'industrie du dispositif médical et responsable métrologie. En gros, j'avais 2 jobs. C'était aller un peu partout dans le monde pour installer ou réparer des machines, donc qui étaient des stérilisateurs à l'oxyde d'éthylène. Et vous avez sûrement un masque sur le nez en ce moment qui vient d'une des machines que j'ai fabriquées, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Et c'est les machines qui stérilisent justement les masques chirurgicaux qu'on utilise en ce moment. Mon job, j'arrivais sur place, soit c'était pour monter une machine ou alors pour la réparer. Donc il y avait un bug, il y avait un problème. Je devais faire des tests, trouver la raison du problème, le réparer, et quand je repartais, la machine devait fonctionner et je devais refaire des tests pour prouver que ça fonctionnait. La métrologie, c'est la science de la mesure. Donc c'est être capable d'assurer qu'un capteur fonctionne bien, que ma mesure est bonne et d'ajuster en circonstance si ce n'est pas le cas. Et je vous raconte ça parce qu'en fait, c'est exactement ce que je fais en réathlétisation, sauf que c'est plus des machines, c'est des humains. Et je ne change plus de pays, mais je change de sport. Parce qu'à chaque fois, la réathlétisation va s'adapter au sport pratiqué par l'élève que j'ai en face de moi. Donc voilà, ça c'était pour la petite histoire et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça un peu plus tard. Donc, si on va parler de préparation physique, je vous ai mis une petite définition, donc je vais passer juste en plein écran comme ça, hop. Donc, si on parle de préparation physique, qu'est-ce que c'est la préparation physique? Donc là, d'ailleurs, je vous ai mis une petite image de Théo que j'avais en réathlétisation pour son épaule, parce qu'il s'est fait poser une butée à l'épaule à cause de 4 luxations successives. Donc voilà, donc une petite partie. Donc là, on était sur sa prépa. La préparation physique, je vous laisse lire la définition, mais ce qui va être super important à retenir, c'est la dernière phrase que je vous ai mis en gras, c'est que la préparation physique se met au service des aspects technico-tactiques et prioritaires de l'activité pratiquée. Ok. Donc ça, si on fait simplement, ça veut dire que la prépa physique va être différente dans tous les sports. Okay, c'est-à-dire qu'une préparation physique en basket, ça va pas être la même chose qu'une préparation physique en pied-point. Et même si on vient dans les arts martiaux, la préparation physique d'un Shotokan va être complètement différente, ou va y avoir des différences avec une préparation physique Kyoku. Je vous dis ça parce qu'en fait, tout le monde aujourd'hui peut se dire préparateur physique. Okay, il y a plein de certifications, mais il n'y a pas de règles dessus. Sauf que pour moi, un préparateur physique, c'est un mec qui a de l'expérience, donc qui va savoir reconnaître
des qualités physiques, qui va connaître sur le bout des doigts son sport. Et c'est pour ça que je me suis présenté aujourd'hui comme éducateur sportif, parce que moi, en réathlétisation, je vais aller pratiquer un sport pour comprendre comment il fonctionne, mais je vais pas aller forcément, si c'est une rugby woman comme j'ai pu avoir, je vais pas aller chercher à développer ses capacités. Moi, je veux juste cibler les bonnes filières que vous verrez plus tard pour éviter qu'elles perdent en compétences. Donc pour ça, pour connaître à fond son sport, si vous allez voir un coach sportif pour qui vous fasse une préparation physique, essayez de vous renseigner s'il a pratiqué un peu le kick, s'il a pratiqué les sports de combat, pour savoir s'il connaît réellement ces sensations-là et s'il va pouvoir vraiment vous orienter et vous préparer comme il faut. Donc voilà. Donc pour ça, en fait, pour connaître à fond notre sujet, on va faire ce qu'on appelle un modèle de performance. Donc là, je vous ai fait le modèle de performance en Kyokushin. Donc, en gros, pour performer en combat, le jour d'une compétition, il va pas falloir que des qualités physiques. Il va pas falloir que la préparation physique. Donc, on n'aura pas juste besoin d'un cardio et d'explosivité. On va avoir besoin de technique. La technique, c'est quoi? C'est toutes les techniques de base. Ça va être les coups de poing, les coups de pied, les blocages, la garde, les déplacements, tout ce qui fait notre karaté. Ensuite, on va avoir le technico-tactique. Ça va être spécifique un peu plus aux combattants. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant ses qualités. S'il y a un mec qui a des bonnes jambes, eh ben on va pouvoir travailler des combinaisons placées sur ses points forts ou alors qui vont compenser ses points faibles. Okay. Ensuite, il va y avoir le technico-tactique pour gérer le combat. Pareil, si on sait qu'on va tomber sur un mec qui a des jambes de fou et que nous, on n'arrive pas à lever les jambes ou on sait qu'on va se prendre un coup à la tête, on va travailler soit à venir le coller pour couper la distance, soit toujours avoir la garde en protection. Voilà, donc ça, c'est le technico-tactique. Ou alors en gestion des blessures, toujours pareil. Je suis blessé, comment est-ce que je peux protéger? Je suis blessé à la jambe, comment est-ce que je peux protéger ma jambe pendant le combat pour toujours réussir à performer? Et derrière, l'aspect psychologique, donc pour gérer le stress, la motivation, ça, je vous laisse aller voir la vidéo qu'on a faite avec John il y a quelques semaines sur la prépa mentale. Et ensuite, les qualités physiques. Donc ça, je vous ai mis ça pour bien prendre conscience que la préparation physique, c'est pas forcément le truc à faire à 100% dans son entraînement. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le training au dojo et ensuite la préparation physique passe dans un second temps. Hop. Donc, si on parle uniquement des qualités physiques, ok. Donc, si on parle de qualités physiques et de physiologiques, là, je vous ai mis une petite partie de ce dont on va avoir besoin pour performer en termes de préparation physique. Ok. Donc, on va avoir le cardio, l'explosivité, la souplesse, la mobilité, la coordination, la réactivité et l'équilibre. Ok. Ça, on aurait pu mettre en plus la vitesse, on aurait pu mettre plein d'autres qualités, mais ça, c'est les principales. Par exemple, si on compare avec un Shotokan, c'est pour ça que j'ai bien précisé que c'était pour le Kyokushin, ce petit schéma-là va être différent pour un Shotokan, par exemple. On va avoir moins de cardio, on va avoir plus besoin d'explosivité. C'est un exemple comme ça. Ce qu'il faut bien comprendre sur ce tableau, c'est que j'ai mis des choses un peu dont on parle pas forcément souvent, comme la réactivité, pour bien vous faire comprendre que la réactivité, ça va être différent de l'explosivité, mais ça va être essentiel. Pour la petite histoire, j'ai bossé avec alors je vais remettre mon écran pour qu'on va mettre mon chemin. J'ai bossé avec un Wado, un champion de karaté Wado, donc Dany, pour ceux qui le connaissent, qui est dernier championnat du monde. Il a un peu plus de 40 ans. Dernier championnat du monde, il fait, si je dis pas de bêtises, deuxième en combat, premier au kata, troisième au tanto. C'est du combat au couteau. Donc en gros, le mec, sur une compète, il fait 3 podiums mondiaux. Supra-explosif. C'est une sauterelle. Il me contacte et il me demande de lui demander, il veut des infos pour développer son explosivité. Ok, donc je lui dis, écoute, passe, on va faire quelques tests et puis on va discuter un peu d'explo, voir comment tu peux travailler ça. Donc je lui fais des tests et en fait, il s'avère que il est supra-explosif. C'est-à-dire que c'est des tests que je vais vous présenter tout à l'heure, mais pour vous donner une idée, il fait 1m60, en détente sèche, il saute 71 cm. Pareil, en pompe explosive, il décolle de plus de 30 cm.
Donc c'est énorme. C'est énorme. Donc là, je lui dis, en gros, bah écoute, ton explo, on peut la développer, mais comme ce que vous avez vu avant, les qualités physiques, c'est pas l'essentiel pour la performance. Donc je lui dis, je pense qu'on peut, si on les développe, on va t'augmenter, on va t'ajouter 2 ou 3%, mais c'est pas ça qui va te faire gagner tes combats. Par contre, je te propose un truc, c'est qu'on teste un peu plus ta réactivité. Donc c'est les temps de réaction. Donc pour ça, moi j'ai des capteurs, j'ai des pods pour mesurer ça, son temps de réaction. Et en fait, il se retrouve avec un temps de réaction naze. Enfin, pas naze, mais en dessous de la moyenne. Et j'étais assez impressionné. En fait, il a compensé ce manque de temps de réaction-là par son explosivité. Et en fait, aujourd'hui, lui, s'il veut monter en performance, ce ne sera pas son explo qu'il va falloir développer, mais plutôt son temps de réaction. Okay, donc ça, c'est pour vous montrer un peu tout ce qu'on va tester, ce que je vous en parlerai un peu plus tard dans le screening tout à l'heure. Derrière, on va faire une différence entre la souplesse et la mobilité. Et aussi, on va revenir, là c'est un petit clin d'œil à la vidéo qu'on a fait sur les blessures, où je voulais faire une différence entre les étirements et l'assouplissement. L'assouplissement, c'est un étirement qui va durer très longtemps pour vraiment réussir à faire le grand écart, allonger nos muscles. Les étirements, ça va être un processus qu'on va mettre en place pour préparer un muscle, pour l'échauffer, pour le relâcher, pour donner de la place à l'articulation, pour éviter les blessures. Et c'est-à-dire qu'il y a plein de façons de s'étirer. Et derrière, du coup, il y a la souplesse, mais il y a aussi la mobilité qui va être importante. Parce qu'en fait, la souplesse, c'est juste, on tend le muscle, mais sans aucune contraction musculaire. La mobilité, on va rajouter une contraction musculaire et du contrôle moteur. C'est-à-dire que quand vous donnez un coup de pied, vous avez des muscles qui s'engagent pour contracter, pour lever la jambe. C'est-à-dire que quand vous donnez un coup de pied au niveau de la tête, on parle de mobilité, on ne va pas parler de souplesse. C'est-à-dire que ça va être intéressant de travailler votre mobilité pour améliorer vos coups de pied plutôt que travailler votre souplesse. Et derrière, il y a une grosse différence à faire entre l'endurance et le cardio. Là, ça me paraissait important de mettre ce point-là en vigueur parce que toujours pareil, tout ce que je dis, c'est pour le Kyoku ou pour le pied-point ressemblant au Kyoku. C'est-à-dire que nous, l'endurance, quand on parle d'endurance, on entend souvent un footing d'une heure ou des choses comme ça. Et en fait, aller faire un footing d'une heure pour améliorer votre cardio, ça ne va pas forcément vous aider parce qu'en fait, hop, on a différentes façons de fonctionner dans notre corps. Donc, en général, quand on parle d'entraînement, on pense muscle. Là, je vais plutôt vous faire réfléchir en termes de filières énergétiques. Les filières énergétiques, c'est les différents modes de fonctionnement de notre corps. Donc, en gros, on va avoir, comme sur une bagnole, c'est-à-dire qu'il y a le mode éco, il y a le mode turbo et le mode normal. Nous, c'est pareil. Okay. En gros, on va avoir, je vais dire des gros mots là. Il y a 3 termes techniques. Promis, je les dis plus après. Je vais les dire qu'une fois et après je les redis plus pour pas vous perdre. Mais en gros, on va avoir l'aérobie. L'aérobie, c'est le mode éco où on roule tout le temps. Vous allez faire, là en ce moment, vous regardez la vidéo, votre corps fonctionne sur le système aérobie. Vous allez marcher, il fonctionne sur le système aérobie. Derrière, on a l'anaérobie lactique. L'anaérobie lactique, on va venir monter un peu plus. Là, ça va être le mode éco plus, on va dire, ou normal. On va venir, vous êtes en train de marcher dans la rue, vous vous mettez à courir un peu longtemps, un peu rapidement pour attraper votre bus. Vous passez en anaérobie lactique. Et derrière, l'anaérobie alactique, là, c'est un effort super bref et super intense. Okay, donc, si on ramène ça au Kyoku, ou au sport de combat, en gros, la première filière que vous voyez en rouge sur la courbe, ça va être un coup de poing super fort. Okay, derrière, la deuxième en orange, ça va être plusieurs coups de poing. Okay, et la dernière, ça va être la journée de tournoi, en gros. Là, on peut voir que, en fait, si on regarde les courbes, sur chaque filière, on va être capable de dégager une puissance plus ou moins élevée en fonction du temps qu'on va vouloir la maintenir. Okay, donc là, on voit, si je mets un super gros coup de poing super fort, bah, je peux le tenir que quelques secondes, en fait, cette force-là. Si je viens mettre plusieurs coups, okay, et bah, je vais pouvoir le maintenir un peu plus. Je vais pouvoir monter un peu moins fort, mais je vais pouvoir taper fort sur
30 secondes. Donc là, vous voyez, ça va durer jusqu'à 2 minutes. Donc ça va être le temps d'un combat à peu près. Et ensuite, en fait, c'est là où ça va être, on va avoir une période charnière. C'est qu'on va passer sur de l'aérobie. Après, il y a une deuxième notion à prendre. C'est la notion de puissance et de capacité. Ça, faut voir ça comme 3 réservoirs. OK? La capacité du réservoir, ça va être le temps entre ce point-là et le point où la courbe s'arrête. Donc là, par exemple, pour celle du milieu, ça va être 2 minutes. Okay, ça, c'est sa capacité. Et la puissance, ça va être la taille du robinet. Donc, ça va être la taille du débit d'eau, donc l'énergie qu'il va pouvoir dégager. Ça va, le temps, ça va être le temps de montée de la courbe. Okay. Donc, sur un combat, nous, en général, c'est entre 2 et 3 minutes. Okay. Donc, on va être entre la capacité anaérobie lactique et la puissance aérobie. Donc, pour pas vous perdre, on va rester sur de la puissance aérobie et on va rester sur l'idée d'avoir un effort intense, toujours en montée, en essayant de maintenir une puissance suffisante sur 2 à 3 minutes. OK. Donc, pour simplifier le truc, OK, la première filière, c'est un coup fort, donc très peu de volume, beaucoup d'intensité. La deuxième filière, c'est plusieurs coups, donc un volume moyen, un volume assez moyen et une puissance un peu moins importante. Et le dernier, c'est beaucoup de volume, OK, et très peu d'intensité. Voilà. Je vous embête pas plus avec ça. On va garder ça en tête, surtout les questions d'intensité pour voir notre explosivité, notre cardio un peu plus tard. Donc, si on vient plus sur la préparation physique, on va parler de planification. C'est-à-dire quand on va vouloir préparer quelqu'un, il faut le préparer pour quelque chose. Okay, donc, il va falloir des objectifs. Là, l'idée, ça va être, on va pouvoir planifier sur une semaine, un mois, une saison ou 10 saisons. C'est-à-dire que suivant la carrière ou l'évolution de votre combattant, la planification sera plus ou moins longue. En général, on va planifier sur une saison, c'est-à-dire qu'on va commencer sur cette planification-là à mettre tous les événements intéressants, c'est-à-dire les compétitions, les stages, tous les moments où on va devoir performer ou non et tester des trucs, que ce soit au point de vue technico-tactique ou physique. Mais derrière, si on reste uniquement sur le physique, parce que nous, ce qui nous intéresse en prépa physique, c'est de monter le physique. Après, derrière, le côté technico-tactique et tout, ça va se passer avec le coach en particulier. Donc, nous, on va chercher à développer uniquement notre physique. Donc, on va mettre des tests. Okay, donc, vous voyez, là, je vous ai mis, j'ai des cycles de tests sur mon petit tableau. Ah, pardon. Des cycles de tests. Moi, je commence par un premier test. Okay, par exemple, je veux développer l'explosivité. Je vais faire un test en explo. Okay, à T0. Je vais avoir un petit cycle de développement de 4 semaines et derrière, je reteste cette même qualité physique pour voir si j'ai une évolution, si j'ai une progression ou non, si mon cycle a fonctionné. Un cycle de développement, en général, c'est entre 4 et 6 semaines. Okay, ça, c'est important parce que c'est important de garder ça en tête. Ça veut dire que c'est pas parce que je fais une séance d'explosivité comme ce que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est pas parce que je fais une séance aujourd'hui que je vais être plus explosif demain. Okay, ça va être important de faire un cycle, okay, d'explosivité et de voir la différence avant et après. Si je fais pas de test, là c'est mon petit côté métrologue, je vais remettre ça, hop. Là c'est mon petit côté métrologue qui parle. C'est-à-dire que si je fais pas de test avant, pas de test après, je sais pas si ce que j'ai fait ça a fonctionné et je sais pas si j'ai évolué. Parce qu'en fait, on va utiliser différentes méthodes, on va utiliser différentes choses, on va utiliser différentes programmations. Et c'est là où je vous parlais tout à l'heure de l'expérience d'un préparateur physique. C'est là qu'elle est importante. Parce que c'est à force d'utiliser différentes méthodes et de tester différentes choses qu'on, on connaît, soit on se connaît soi-même, soit on connaît notre combattant ou l'athlète qu'on a en face de nous et on sait quelle méthode va fonctionner sur lui. On sait comment est-ce que ça va fonctionner ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas. À force de tester, à force de mettre des choses en place. C'est-à-dire que les premiers cycles de développement, en fait, quand on a un athlète qui vient nous voir et qui nous dit, bah, écoute, moi, je veux développer mon explo, bah, on sait que les premiers 6 mois, 1 an, bah, on va chercher à développer des choses, mais on ne sait pas si ça va marcher parce qu'on ne le connaît pas encore. Et c'est au bout de ces 6 mois, 1 an, à force de le faire travailler, à force de tester, donc que ce soit à force de tester, on va savoir ce qui fonctionne pas, et là, on va pouvoir aller être un peu plus efficace. C'est pour ça que pour vous,
ça va être important de vous tester aussi, tout simplement, de voir ce qui fonctionne sur vous et l'adapter derrière. Donc, une fois qu'on a placé, donc là je me suis un peu étendu, une fois qu'on a placé toutes nos compétitions sur notre programme, là on va pouvoir rentrer un peu dans le vif du sujet et passer sur la programmation. Là je vous ai mis un joli petit tableau avec lequel je travaille moi sur mes progs. Alors concrètement, ça vous sert à rien. Ça fait juste joli. Ce qui va être important, c'est ce que vous allez mettre derrière. Dire que vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête sur un tableau comme ça. Moi, c'est parce que j'ai mon petit côté art déco qui me stimule un peu de temps en temps. Le point, je vous ai mis ce tableau-là parce que le truc qui va être important, ça va être la dernière partie sur la charge de travail. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va toujours faire une programmation avec une charge progressive. D'accord? La charge de travail, ça va être un mélange entre le volume et l'intensité. Vous vous rappelez le petit V et I qu'on a vu tout à l'heure? Là, ça va être ça. C'est-à-dire que pour performer, je vais avoir besoin de choquer le muscle de soit le mien, soit le muscle de mon élève. Mais aussi, pour éviter de le blesser, je vais devoir y aller progressivement. Okay, donc à chaque fois, à chaque séance, à chaque semaine, on va venir jouer soit sur le volume, soit sur l'intensité suivant ce qu'on veut travailler, pour venir progresser et venir aller chercher toujours un peu plus loin après chaque séance. Okay, donc l'intensité, ça va représenter soit la charge. Là, quand je parle de charge, c'est le poids sur une barre, par exemple, en musculation. On va pouvoir venir jouer sur une vitesse. Donc ça va être plus soit vous avez des capteurs comme moi pour mesurer la vitesse de frappe, soit c'est la vitesse de course si on est sur du fractionné ou des choses comme ça. Derrière, on va pouvoir aussi jouer sur la complexité, soit la complexité d'un mouvement, par exemple un squat vs un arraché en haltéro, ça va être beaucoup plus compliqué pour l'athlète de s'adapter. Et donc l'intensité de l'exercice va être différente parce que le stimuli à rapporter va être différent, soit la méthode d'entraînement que je vous présenterai plus tard. Et derrière, on va jouer sur la récupération. Okay, soit on va diminuer, augmenter les temps de récupération pour jouer sur l'intensité. Par contre, on va toujours essayer de rester sur la bonne intention si on fait ça. Donc ça, vous le comprendrez un peu plus tard quand je vous présenterai l'explo. Et derrière, si on veut parler du volume, bah, c'est tout simplement le nombre de séries, le nombre de reps ou le temps d'effort, si on est sur des circuits. Ce qui va être super important, il y a 3 trucs à retenir. Le plus important, je vais le garder pour la fin. Le premier, c'est toujours commencer par une phase de développement. Okay, la phase de développement général, elle va nous servir à créer. On va venir plus travailler sur le système aérobie, donc le long terme. Okay, et on va chercher à corriger les défauts qui pourraient être lésionnels de notre athlète. C'est-à-dire que si je remarque, hop, je vous en parle, je vais faire ça autrement, je vais vous parler de ça après. Ensuite, on va venir programmer de la récupération. C'est-à-dire qu'entre chaque cycle, vous voyez là, il y a des petits creux, c'est un temps de récup. C'est-à-dire que on va venir on ne cherche plus à développer et on va venir travailler. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je vais plus inclure des étirements, plus chercher à venir corriger les petits problèmes de posture et de choses comme ça pour qu'ils puissent récupérer. On travaille sur autre chose et ensuite on repart sur un autre cycle de développement. Et le dernier point qui est super important, c'est ce que j'appelle le screening. Donc là, on parle plus de test. Moi, je parle de screening parce que je vais tester les capacités physiques de mon athlète, mais je vais aussi regarder sa posture, sa façon de bouger, sa façon de combattre, sa façon de se placer, mais aussi sa façon de se placer sur des mouvements de muscu. Par exemple, sur le squat, s'il a les genoux qui rentrent, le premier truc que je vais faire, c'est sur la phase de développement général, je vais essayer de corriger ça à fond. Et derrière, je vais revenir sur chaque phase de récup, remettre un petit coup de rappel pour éviter ça. Ça, c'est des choses. Je vais essayer de tourner après les infos que je vais vous donner pour que vous puissiez les utiliser soit pour vous, soit si vous êtes enseignant, les utiliser avec vos élèves dans votre dojo. Parce que pour moi, c'est assez important que, là, je parle de personnalisation, mais c'est possible de personnaliser en gros un cours collectif. Parce que sur des petits problèmes comme ça, si vous voyez que vous avez plusieurs élèves, c'est un peu comme en kata ou comme en combat. Vous voyez que vous avez plusieurs élèves qui baissent la garde ou alors qui tendent pas la jambe dans les katas. Et ben, vous allez rentrer sur un cycle d'enseignement
où vous allez travailler la garde. Là, c'est la même chose, ça fera du bien à tout le monde. Là, sur ce principe-là, c'est la même chose. Si vous avez des groupes pour de la préparation physique, et ben vous allez pouvoir programmer pour le groupe, mais en sachant que ça va servir qu'à à un tel ou un tel, mais tout le monde va travailler parce qu'au pire, ça leur fera pas de mal. Derrière, donc du coup, moi, je fais un screening. Le screening, c'est je veux prendre tout l'ensemble du corps et je vais regarder tous les petits problèmes. Si je reviens sur ce problème de genou qui rentre, qui est assez important, parce qu'on va pouvoir en parler un peu plus après. En fait, le problème d'un genou qui rentre, ce qu'on appelle un genou valgus, ça peut venir de plein de choses. Ça peut venir de la cheville si quelqu'un a les pieds plats, la cheville va s'écrouler, donc le genou va rentrer. Si ça peut être un problème de muscle, de moyen fessier, des choses comme ça. Donc c'est important de regarder un peu aussi, d'apprendre à savoir d'où ça vient. Je vous ferai sûrement des petites vidéos ça sur le screening, parce que je trouve ça super intéressant. Encore mon côté métrologue qui parle. Mais en gros, si on parle du genou, ça, c'est vos ligaments croisés. Okay, là, c'est mon fémur. Là, c'est mon tibia. Okay, quand j'envoie mon genou sur l'extérieur, ça va visser mon genou sur l'extérieur. Ici, hop, ça serre mes doigts. D'accord? Donc là, mes ligaments croisés sont fixés, sont serrés, sont solides. Okay, quand j'envoie mon genou, quand je fais un squat et que j'envoie mon genou sur l'intérieur, ils se détendent. Okay, ils se dévissent. Et c'est là que ça va craquer. C'est là que ça va casser, qu'on risque d'avoir une rupture des ligaments croisés. C'est pas sur un squat au poids de corps que ça va arriver. Par contre, si vous attaquez un cycle de développement avec de la pliométrie, donc les pliométries, c'est des sauts, là, ça risque de péter parce qu'on va venir amener plus de tension d'un coup et là, on risque d'avoir une blessure. Et on rappelle, le but primordial de la préparation physique, c'est de ne pas blesser l'athlète ou nos élèves. Donc, c'est important de venir ramener ce petit côté, ce que j'appelle le prehab. C'est la pré-habilitation, en fait, pour corriger ces choses-là, pour corriger la blessure avant qu'elle arrive. Donc ça, c'est la phase de programmation et rien ne vous empêche, dans cette phase-là, vous voyez sur mon petit tableau, hop, si je viens faire ça, sur mon petit tableau, moi j'ai une partie énergétique, je vais chercher à développer une partie énergétique, donc la partie en vert, partie musculaire en orange, mais j'ai aussi une partie technico-tactique. Okay, donc rien ne vous empêche de rajouter de la technico-tactique pendant vos entraînements. Donc maintenant, on va passer au sujet qui vous intéresse. Comment développer son explosivité. Donc, on se rappelle tout à l'heure, l'explosivité, c'était quoi? C'était la première filière. Donc, c'est un coup fort. Donc, très peu de volume, beaucoup d'intensité. Donc ça va être votre objectif. À chaque fois que vous allez vouloir travailler votre explosivité, vous gardez en tête très peu de volume, beaucoup d'intensité. Okay. Maintenant, l'explosivité, c'est quoi? C'est une force, une vitesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, une force, une vitesse. La force, c'est quoi? C'est déplacer une charge lourde. Okay. Je précise lourde, parce que ça va dépendre de chaque personne ce que ça veut dire lourd. Parce qu'il y en a qui vont avoir beaucoup de force, d'autres moins de force. Ça va dépendre du système nerveux, des muscles. Hein. Sans aller dans le détail, en gros, j'ai encore vu hier quelqu'un s'entraîner, me dire je fais de la force, et il prend sa barre en développé couché, il fait 10 reps. Ok, ça, c'est pas de la force. Ça va être de l'endurance de force, mais c'est pas de la force. Même s'il y a 100 kg sur votre barre, 100 kg, c'est beaucoup, mais si vous arrivez à faire 10 reps, pour vous, c'est pas beaucoup. La force, ça va être quand on va travailler sur entre 2, enfin même entre 1 et 5, 6 reps, mais maximum. Ça ne veut pas dire que je vais prendre une barre légère, je fais 6 reps, j'ai fait de la force. Non, ça veut dire que je vais prendre une barre qui est lourde, je vais faire 3 reps, je peux en faire 4, mais j'en ferai pas 5, parce que la charge est bien adaptée et assez lourde, et là, je travaille de la force. Okay. Derrière, on va travailler de la vitesse. La vitesse, c'est un temps de déplacement rapide. Encore une fois, rapide, entre guillemets, parce que si je prends une barre à 100 kg, okay, bah je prends 100 kg pour moi, parce que pour moi, c'est lourd, je vais chercher à la déplacer le plus vite possible. Okay, donc dans ma tête, ça va être l'explosivité totale. La barre, elle n'a jamais été aussi vite que ça. Par contre, toi, tu regardes ça de l'extérieur, bah, la barre, elle va... Voilà. Par contre, j'ai mis une intention de vitesse. Et ça reste important à garder en tête, toujours avoir une intention de vitesse. Donc l'explosivité, c'est chercher à développer un maximum de force en un minimum de temps. Pour ça, on va avoir plein de méthodes. Vous allez avoir le statodynamique,
le bulgare, Bulgarie orienté, tempo, et la pliométrie. Par contre, pour la plio, faites attention à ce que vous ayez eu un cycle avant de préparation, comme je vous disais tout à l'heure, sur les genoux, les choses comme ça. Ça peut apporter pas mal de soucis. Et pareil, je vous parlais de variation tout à l'heure, il faut varier. C'est-à-dire que si vous faites de la plio toute votre vie, vous allez être explosif. Par contre, vous allez avoir des genoux dans un sale état. Je reprends l'exemple de Dany tout à l'heure. Mon pote Dany, qui, au championnat du monde, ce que je voulais vous dire, parce que j'ai fait exprès de ne pas vous dire, c'est que 2 semaines avant, il s'est fissuré le ménisque. Ça veut dire qu'il est allé au championnat du monde, il a fait un podium comme ça, en boitant. Pourquoi est-ce qu'il s'est fait fissurer le ménisque? Parce qu'il a couru sur un quai de gare. Ok? Ça, c'est bizarre, il n'a pas fait de faux mouvements, ses genoux, ils ne rentraient pas sur l'intérieur, comme ce que je vous disais tout à l'heure, ils n'avaient pas de genoux valgus. En fait, Dany, il a développé son explosivité, il a quasiment jamais fait de muscu de sa vie, soulevé des charges. Par contre, il a développé son explo en faisant de la pliométrie. Okay. Sauf que cette plio, à force d'en faire, et sans programmer comme il faut de la récupération pour son corps, il a abîmé ses genoux. C'est-à-dire qu'il est venu niquer son cartilage. Il s'est retrouvé avec une chondropathie. Donc après, il a fait des IRM. Il savait qu'il avait une chondropathie de grade 4. Alors une chondropathie de grade 4, ça veut dire que là où normalement vous avez plein de cartilage sur votre os et c'est tout lisse, tout mignon, comme un œuf dur, et ben là c'est une râpe à fromage. Le ménisque, c'est un petit coussin entre votre fémur et votre tibia pour faire amorti, pour stabiliser votre genou et pour que les deux coulissent bien. Donc en gros, tu imagines le petit coussin tout mignon, tout douillet, avec la râpe à fromage, bah forcément, il montait un escalier, à la première charge, c'est parti. Et là, du coup, il avait remis une charge d'entraînement pour se préparer au championnat du monde. Il a accéléré, il a chargé le genou, ça a pris le ménisque. Hop, le ménisque, il est parti. Donc c'est pour ça, ça reste important de varier les méthodes pour 2 choses. On va préserver nos articulations et on va changer le stimulus musculaire. C'est-à-dire qu'en plus, si vous faites subir une charge une intensité ou une charge à votre muscle qui n'a pas l'habitude, il va s'adapter beaucoup plus vite. Donc vous allez en plus devenir plus explosif plus rapidement. Là, je voulais vous présenter aujourd'hui la méthode du contraste de charge. Donc je me fais un peu de pub, c'est ce que je présente dans la vidéo que j'ai postée cette semaine sur YouTube, sur ma chaîne. Le contraste de charge, en fait, l'idée, ça va être de venir chercher à pousser un truc lourd, comme ce que je vous disais tout à l'heure, et ensuite développer un maximum de vitesse sur une même pattern de mouvement. Donc une pattern de mouvement, ça va être une pattern qui va correspondre à notre sport. Donc un pattern, pardon, c'est une famille de mouvements, en gros. Donc en Kyoku, ou en sport de combat en général, les patterns qu'on va privilégier pour un cycle de développement, ça va être la poussée horizontale pour les bras et la poussée verticale pour les jambes. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça. Ok ? Je vous expliquerai ça tout à l'heure. En gros, ici, on va choisir, on se dit, je veux développer l'explosivité de mes bras. Ok. Donc, la pattern, c'est poussée horizontale avec les bras. Je vais choisir, je peux le faire qu'au poids de corps. Donc, il faut que je trouve un mouvement lourd sur cette pattern-là. Donc, il faut que je trouve un mouvement difficile. J'ai pris la pompe à un bras. Donc, soit on va contrôler uniquement la descente, comme ce que je vous présente dans la vidéo là, soit on arrive à faire une pompe à un bras. Mais pareil, si c'est un élève qui n'arrive pas à faire 3 pompes, bah, prenez une pompe normale. Donc, on va prendre notre pompe, qu'on va contrôler un maximum la descente, et juste derrière, on va chercher à développer un maximum de vitesse sur la poussée. Toujours dans l'idée que on a une intention de vitesse. Si on n'est pas capable de soulever en sautant, c'est pas grave. On met une intention de vitesse. Et juste derrière, on va venir créer un contraste sur cette charge-là. C'est-à-dire qu'on va prendre un mouvement plus facile. Donc, soit j'étais sur un bras, je passe sur des pompes claquées parce que j'arrive à faire plus de 100 pompes avec les 2 bras et c'est facile. Soit je vais venir alléger le mouvement. Donc, je vais venir me mettre, par exemple, sur un banc de muscu qui va me surélever, qui va me permettre de me pousser, ou je vais venir me faire tracter par un élastique. Voilà. Il y a plein de méthodes comme ça pour délester un mouvement. Et juste derrière, je vais venir, c'est la partie orientée, je vais venir appliquer ça sur un mouvement spécifique. C'est-à-dire que là, par exemple, ça va être un coup de poing. Pareil, je ne vais pas faire des pompes orientées, je ne vais pas faire un contraste de charge sur des pompes et venir mettre des kicks derrière. Il n'y a pas d'intérêt. Il faut que ce soit sur la pattern ciblée.
Donc, je vais venir mettre, pareil, un gros coup de poing sur le sac. Je mets un gros coup de poing, j'insiste bien sur un, parce que ça va pas être 5 minutes de sac à fond en tapant partout. Non, on veut pas faire monter le cœur. On veut frapper le plus fort possible. On se rappelle, là, on est sur la première filière où c'est un pic et au bout de 30 secondes, il n'y a plus rien. Donc, en gros, on se pose, boum, on envoie un gros coup, on se repose, boum, on envoie un gros coup de l'autre côté. Basta. On va en faire 5-6, mais pas plus. On va prendre le temps de récupération suffisant. On va prendre 2-3 minutes de récup avant de repartir. Okay, parce qu'il faut repartir toujours pareil à 100%. Donc, il faut toujours chercher à développer un maximum de force et de vitesse. Et là, sur ces exercices-là, donc on se rappelle, moins de volume, beaucoup d'intensité. Donc, dès que je veux commencer à être trop fatigué, okay, dès que je commence à plus pouvoir taper fort, à plus avoir de vitesse, on va s'arrêter. J'avais planifié 4 séries. Bon, c'est pas grave, j'en fais que 3, mais 3 bien. Okay, on va chercher la qualité par rapport à la quantité. Pour tester son explo, donc là, c'est mon côté métrologue qui part. Pour tester l'explosivité, pour tout test en général, il faut qu'un test il soit reproductible dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que on va pas, si on fait un test en intérieur, on va dans l'idéal, c'est de les faire en intérieur parce qu'à l'extérieur, le temps il va changer, il va y avoir du vent, pas de vent, choses comme ça. Il y a plein de choses qui peuvent venir nous perturber. Si on fait plusieurs tests à la suite pour lors d'un screening, par exemple, on va toujours faire le même ordre dans les tests. Okay, c'est-à-dire que si je fais le test d'explo et ensuite le cardio, la fois d'après, je fais pas le cardio plus l'explo. Parce que sinon, je vais avoir un problème, ils vont se télescoper. Okay, donc, je vais toujours chercher à avoir les mêmes ordres de tests. Donc là, pour tester l'explosivité, c'est les tests dont je vous ai parlé tout à l'heure avec Dany. Il va y avoir le saut sur box. Okay, ça, c'est un truc qu'on utilise beaucoup en CrossFit, le box jump. Par contre, on va chercher à atterrir jambes tendues. Okay, en CrossFit, on voit, ils arrivent, ils plient les genoux. On voit souvent des vidéos d'haltérophiles qui cherchent à sauter le plus haut possible sur des plates empilées. Là, au bout d'un moment, les mecs, ils vont bosser leur mobilité de hanche. Parce que nous, ce qu'on va chercher à déplacer, c'est notre centre de gravité et c'est pas nos pieds. Eux, leur centre de gravité, il va faire ça et derrière, c'est le pied qui va faire hop, qui va monter là. Okay, nous, on s'en fout. Nous, on veut juste bouger notre centre de gravité. Donc, on cherche à atterrir jambes tendues. Même principe sur les pompes sautées. Là, on va venir atterrir bras tendus sur des plates. Les plates, c'est les disques de musculation. Okay, derrière, je vais venir mesurer ça et ça va être le score. Okay, ça va être mon point de départ et ensuite, ça va être mon point d'arrivée. Donc, je vais faire ça au début de mon cycle. Je fais 4 semaines à tester l'explosivité. Par exemple, je fais 4 semaines de Bulgare. Okay, derrière ces 4 semaines-là, je reteste, je vois si ça a fonctionné ou pas. Je vois si j'ai progressé ou pas. En sachant qu'il y a un petit temps d'adaptation en général. Il faudra un peu plus de 4 semaines pour voir vraiment les résultats, mais au bout de 4 semaines, vous verrez déjà une évolution. Petite parenthèse sur la méthode bulgare, c'est le même principe que ce que je vous ai présenté au poids de corps, mais avec des poids, en gros. Faites un développé couché très lourd, derrière un développé couché léger, et le bulgare orienté, on vient mettre des coups au sac. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur l'explosivité? Profitez de faire une petite pause. Est-ce que ça a été clair? Ok, je vois pas de questions. Du coup, on va passer à la suite. On va parler un peu du cardio. Le cardio, si on voit, donc là, on reprend le cardio, on va parler de puissance aérobie. Donc, on est sur la filière avec beaucoup de volume et une intensité élevée. Enfin, un peu plus de volume que tout à l'heure et une intensité élevée. Donc, si on prend la théorie, elle nous dit que la puissance aérobie, ah putain, j'avais dit que je le disais plus, désolé. On nous dit que bip, c'est un effort d'intensité comprise entre 80 et 100% pendant 4 à 6 minutes. Vous voyez, 4 à 6 minutes, c'est un combat en Kyoku. Même si ça peut aller, parce que nous, ça va aller entre 2 et 9 minutes si on fait plusieurs rounds. Mais en général, vu qu'il y a des pauses, on peut dire qu'on va rester dans cette filière-là, principalement. Un effort à 80-100%. Ok, bon, ça pour l'instant, ça ne nous parle pas. On verra tout à l'heure comment l'adapter. Une méthode de développement que je vais vous présenter, c'est la méthode intermittent. Okay, donc c'est-à-dire qu'on va venir faire un effort, s'arrêter, faire un effort, s'arrêter, faire un effort, s'arrêter. On peut parler de sprint, on peut parler de HIIT aussi. Donc high intensité interval training. Donc, dans l'idée, on a un effort entre 100 et 110%. Pareil, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Un temps d'effort entre 10 et 60 secondes. Ah, ça, je peux le mesurer, c'est bon.
un temps de récupération égal au temps d'effort. Ça, pareil, c'est bon. Et un volume entre 15 et 30 minutes. OK, ça marche. Tout à l'heure, je vous parlais de programmation progressive. Là, c'est pareil. La programmation progressive, on va se servir de toutes ces données-là pour la faire. Donc, si on le ramène sur notre pratique en Kyoku, en gros, notre méthode d'intervalle, l'intensité, nous, ce qu'on va se fixer, c'est un effort maximal répétable. C'est-à-dire que sur chaque intervalle, on va compter toutes nos reps, ok. Et à chaque fois, à chaque intervalle, on va essayer de faire le même nombre de reps, ou plus. Par contre, on ne fait pas moins. Si on a fait moins, c'est qu'on allait trop fort au premier round. Ça va nous apprendre en plus à gérer notre effort. C'est-à-dire qu'on a tous fait ça au premier combat, on arrive, les 30 premières secondes, je suis à fond, j'ai plus rien. Ah merde. Parce qu'en fait, on n'était pas dans la bonne filière. Dès le départ, on est allé trop fort. Donc la toute première filière, et on ne peut pas la tenir longtemps, vous l'avez vu tout à l'heure, elle dure que 30 secondes. Donc, on va apprendre à travailler dans la bonne filière. Derrière, notre temps d'effort, on va le comprendre, nous, entre 20 et 45 secondes. 60 secondes, ça va être un peu long pour nous. 20 à 45 secondes, on va être bien, avec, du coup, le même temps de récupération. Et le choix d'exercice va être super important. Il va falloir un exercice qui va nous faire monter le cœur, justement. Donc, ce qu'on appelle un exercice polyarticulaire, donc il va utiliser plusieurs articulations. Et avec, on va limiter un exercice qui va venir limiter l'endurance musculaire. Ça, je parle plutôt pour si vous êtes si vous êtes enseignant et que vous avez un groupe, si vous faites un modèle comme ça sur des burpees, donc le burpees, c'est je descends, je fais une pompe, je remonte, je saute le plus haut possible et tout pareil, je repars. Et comme tout à l'heure, on a quelqu'un qui n'est pas capable d'enchaîner 3 pompes parce que c'est trop difficile pour lui. Et si vous lui faites faire 45 secondes de burpees, au bout d'un moment, il a les bras qui tétanisent. Ce qui va le bloquer, c'est la pompe. Donc, il va descendre au sol, il va prendre 5 secondes pour faire sa pompe, il va remonter, il va sauter, il va reprendre 5 secondes et le cœur ne va pas monter à l'intensité où on souhaite. Donc, ce qu'il faudra, ce sera tout simplement supprimer la pompe. On va remplacer par des sprawls. Donc, il va passer en planche, il va remonter et là, il va pouvoir travailler sur la bonne intensité. Donc, toujours pareil, ce qu'on cible, ok, on garde notre petite tension, notre petit truc en tête. Là, on est avec un volume à plus et une intensité à plus. Donc, il ne faut pas que l'intensité soit trop haute pour pouvoir la tenir. Et donc, notre volume, toujours l'intervalle, entre 15 et 30 minutes d'intervalle. Entre 15 et 30 intervalles pour maintenir 15-30 minutes de travail. Ok. Donc là, dans l'idée, si je veux faire une prog évolutive, je vais commencer avec 45 secondes d'effort. Ok. Dans l'idée, les 45 secondes, je ne vais pas pouvoir mettre une intensité super élevée parce que je dois les tenir. Okay. Et derrière, je vais mettre 15 intervalles. Et au fur et à mesure, je vais venir diminuer le temps de travail et augmenter le nombre d'intervalles. Okay. Et donc, on pourrait dire qu'on finit par 20 ou 30 secondes à fond et sur 30 intervalles pour vraiment monter l'intensité. Après, ça dépend si... Donc, non, voilà. Pour les tests, donc sur les tests de la puissance aérobie, toujours pareil, on essaie de choisir un environnement qu'on va pouvoir reproduire. Donc si on mesure 20 mètres, là je vous mets un test sur 20 mètres, si on mesure 20 mètres, on va récupérer le même outil de mesure, donc le même double décimètre ou machin. On va toujours essayer de le faire à l'intérieur, ou si on est sur piste, on essaie de le faire sur la même piste, on essaie de le faire sous le même temps, c'est-à-dire que si on le fait sous la pluie le premier jour, on le fait sous la pluie à la fin. Ce qui n'est pas l'idéal parce que là, on ne va pas tester ce qu'on veut. Mais en gros, ça, c'est un test que j'aime bien faire. Personnellement, à chaque fois que je le fais, je vomis. Hein. Donc, c'est pas très rigolo. On se met bien dans le rouge. C'est 5 fois 1 minute de shuttle run. Shuttle run, c'est des allers-retours, ok, sur 20 mètres. C'est-à-dire qu'on met 2 plots à 20 mètres. L'objectif, c'est d'aller toucher à chaque fois derrière chaque plot et de repartir sur 1 minute, faire un maximum d'allers-retours. 1 minute de récupération et on repart. Et on fait ça 5 fois. C'est très court, mais c'est suffisant. Le score de notre parcours, ça va être la distance totale parcourue. Donc, à chaque fois, on compte les allers-retours qu'on fait. On fait x20. Hop, c'est bon, on a notre distance. Ouais, Charles, tu me dis le vent peut altérer les résultats. C'est pour ça que je vous dis de le faire en intérieur, c'est l'idéal, surtout sur 20 mètres. Dans un dojo, c'est facile. Donc, pareil, si on le fait dans le dojo, si on le fait sur les tapis, la fois d'après, on le refait sur les tapis parce que l'appui est plus le même.
Donc voilà pour le cardio. Donc là, vous voyez la grosse différence avec l'explosivité, c'est que quand je vais travailler là, j'ai un volume beaucoup plus important. Donc sur l'explosivité, l'objectif, c'est qu'à la fin de ma séance, normalement, je ne dois pas être fatigué. Je dois sentir que ça va travailler, mais je ne dois pas être claqué. Là, par contre, sur le cardio, je vais pouvoir me sécher. Donc ça va être important aussi pour les Kyoku, où on a la tendance de dire no pain, no gain, on doit se mettre dans le rouge pour progresser. Pas forcément. Si vous voulez travailler votre explosivité, vous êtes sur une notion de force, on va stimuler notre système nerveux, on va être claqué dans l'après-midi. Si on fait l'entraînement le matin, l'après-midi, vous faites une sieste parce que votre cerveau, il est mort. Parce que l'intensité a été portée sur le système nerveux. Par contre, à la sortie de l'entraînement, on a un peu transpiré, mais ça va. Okay, en gros. Alors que le cardio, normalement, on est rincé. Dernière petite chose, ce qui va être important, ça va être la construction de notre séance et le choix des exercices. La construction de la séance, alors ça, c'est pareil, ça ne tient qu'à moi, c'est ma façon de travailler à moi que je vais vous présenter. Donc ça ne veut pas dire que c'est la bonne, ça ne veut pas dire que c'est comme ça qu'il faut bosser, mais c'est la façon que j'aime bien, j'aime bien faire. Je commence par un échauffement avec de la mobilité et du renfort spécifique. Le renfort spécifique, ça va être ce que j'ai vu dans mon screening, que j'ai fait au tout début de la programmation, avec si ses genoux y rentrent, si il a un problème de mobilité d'épaule, s'il a un problème de mobilité thoracique, s'il a un problème de posture. Là, je vais venir faire un renfort spécifique. Pareil, si je sais que je vais travailler les épaules, parce que je vais venir faire du développé couché ou beaucoup de pompes, je vais venir dans mon renfort spécifique mettre un peu de tirage, faire du travail sur la coiffe des rotateurs externes pour préserver mes épaules, pour éviter toute blessure pendant l'exercice. Derrière, ça, une fois que je suis bien chaud, je vais attaquer le travail principal. C'est-à-dire que si j'ai décidé de travailler de l'explosivité, je vais faire mon explo maintenant. Ensuite, une fois que c'est fait, une fois que mon travail principal est fait, parce que le travail principal, c'est ce qui va nous demander le plus d'énergie, le plus d'effort. Une fois que je suis fatigué, je vais pouvoir ramener un peu de technico-tactique, un peu de travail au pas, de la combinaison, des choses comme ça, pour justement travailler un peu sur l'aspect aussi combat. Et parce qu'on a vu la performance sur le combat, c'est pas que le physique. En sachant que ça, je fais ça quand je suis hors période de compétition, quand j'approche d'une compète, le travail important, c'est le technico-tactique, c'est plus l'explosivité. Et derrière, je finis par un renfort accessoire. Le renfort accessoire, ça peut être un travail abdominal. Là, je vous invite à regarder ma petite vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines sur les abdos, qui est sur ma chaîne YouTube. Ça peut être un travail abdominal, ça peut être aussi, là, si on a travaillé une pattern en particulier, on va chercher, pour éviter les blessures, on va toujours chercher un équilibre musculaire. Si je suis sur une pattern de poussée horizontale comme les pompes, je vais venir peut-être travailler un peu de tirage horizontal, au TRX ou alors vertical, de ramener un peu de traction. Pareil, si j'ai travaillé sur des squats, derrière, je vais venir travailler un peu, renforcer mes ischios. Je vais venir travailler tous les petits muscles pour soit permettre un équilibre structurel, soit renforcer les muscles qui sont susceptibles d'être blessés dans nos sports. Donc nous, ça va être les ischios qui risquent des déchirures musculaires, ça va être le supraépineux ici qui va s'inflammer, qui va venir faire une tendinite parce qu'on a beaucoup trop de poussée. Après, ce qui va être important aussi, ça va être de varier à la fois les méthodes et les exercices. Parce qu'on a déjà tellement de mouvements répétitifs au niveau des épaules, par exemple, que si je viens rajouter en plus que des mouvements de poussée, de pompe, de choses comme ça, je vais créer des tendinites aux coudes, je vais créer des tendinites aux épaules. Alors que si je varie les modes de contraction ou si je varie les exercices, je vais changer les positions, voilà, on va éviter justement ces inflammations-là parce qu'on n'est pas tout le temps en train de faire la même chose. En gros. Derrière, du coup, pour choisir mon exercice, je vais toujours garder en tête qu'est-ce que je veux développer. Est-ce que je suis sur de l'explosivité, sur du cardio, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça va solliciter? Donc, si je veux travailler mon explosivité, faut que je sollicite de la force, comme ce qu'on disait. Ou alors, à l'inverse, donc un mouvement difficile. Ou alors, si je suis sur du cardio, il me faut justement un mouvement que je suis capable de répéter sans venir tétaniser mes muscles. Si les pompes sont limitantes, je vais éviter un mouvement avec des pompes. D'ailleurs, quel pattern je vais solliciter? Et derrière, je vais chercher un produit. Je vais chercher un exercice qui va reproduire un mouvement spécifique de ma discipline. Donc c'est pour ça que je parlais de pattern tout à l'heure. J'ai eu une question cette semaine, j'ai parlé cette semaine avec Alexis
de l'explosivité. On parlait d'explo et il me disait ouais l'haltéro, c'est super, pas l'haltéro CrossFit, mais l'haltéro, le vrai haltéro, c'est super intéressant pour l'explosivité. Ok, ça c'était ses mots. C'est vrai, l'haltérophilie, c'est l'un des sports sûrement les plus explosifs parce qu'ils sont que dans la première filière où il y a de la force, de la vitesse. Ok. Donc ouais, c'est sûr, c'est le sport le plus explosif. Par contre, on n'est pas sur des patterns Kyoku. On n'est pas sur des patterns de combat. Le seul mouvement qui va être intéressant pour le combat, et encore, ça va être le pousser ici au-dessus de la tête quand ils vont venir faire un jeté. Okay. Derrière, les mouvements de soulever sur l'arraché ou sur l'épaulé, ça va être un peu plus intéressant pour du rugby, pour du grappling, pour du combat au sol. Par contre, nous, on va être plus sur des mouvements de poussée. Donc eux, ils sont sur des tirages, nous, on va être sur des poussées. Donc c'est pour ça. Et en plus de ça, l'haltérophilie, c'est un sport à part entière. C'est-à-dire qu'il faut d'abord passer 6 mois au bâton pour apprendre le mouvement et ensuite venir mettre de la charge et venir mettre une charge lourde pour stimuler notre système nerveux et commencer à développer de la force. Donc, du coup, avant de commencer à développer notre explosivité, on va perdre du temps, entre guillemets, à développer ce sport. Et du coup, c'est des trucs, le temps qu'on développe la technique en haltéro, c'est pas de la technique qu'on travaille en Kyoku et on développe pas notre force. Donc, on risque de perdre pas mal de temps et en plus pour un truc qui sera pas forcément transférable. Donc ça, encore une fois, c'est mon point de vue. Sur l'haltéro et c'est mon expérience là-dessus. Donc on va plutôt choisir des patterns simples, le squat, le développé couché, le soulevé de terre, les tractions horizontales ou alors traction suspendue, tirage horizontal ou traction suspendue. Et là on est sur des patterns simples et on va pouvoir déjà s'amuser comme il faut avec ça avant de commencer à venir avec de l'explosivité, avec de l'haltéro, pardon. Du coup, pour finir, pour conclure, j'aimais bien cette petite photo parce qu'elle résume un peu tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'il faut une programmation progressive, ok. Il faut de la récup. On voit, ça redescend, on descend l'intensité, on descend la charge. On va avoir des cibles. À chaque fois qu'on va travailler, on va se demander, on va chercher notre objectif de travail. Et à chaque point, on va tester. C'est-à-dire que ce qu'il faut retenir aujourd'hui de cette intervention, ça va être toujours, avant de commencer à développer un truc, on le teste. Okay. Derrière, avant de commencer une séance, on définit un objectif de travail. C'est-à-dire que je veux développer mon explosivité, je sais comment la travailler, je sais ce que je dois ressentir. C'est-à-dire explosivité, c'est petit volume, beaucoup d'intensité. C'est pas beaucoup de reps, des trucs lourds. En gros, et de la vitesse. Derrière, je veux une programmation évolutive et variée. Ça veut dire que au fur et à mesure des semaines, je vais augmenter mon volume, je vais augmenter mes charges et je vais changer les mouvements, je vais varier les mouvements pour éviter les blessures. Et je vais varier les méthodes. Okay, c'est-à-dire que je vais essayer de voir les méthodes qui fonctionnent bien et puis essayer de choquer un peu mon organisme. Je vais planifier des exercices logiques. Donc là, je vais toujours chercher un truc et je vais chercher des choses qui vont se rapprocher de ma technique. Je dis bien se rapprocher et pas transformer ma technique. C'est-à-dire que je vais juste chercher une pattern de poussée, je ne vais pas chercher à mettre un coup de poing avec une poulie parce que la poulie va déformer ma technique et ça, c'est autre chose. Je vais essayer de rester juste dans une pattern et un truc simple, okay, logique et simple. Cherchez pas des trucs alambiqués qui vont dans tous les sens. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai mis, je vous l'ai pas dit, mais c'est pour ça que je vous ai pas mis cet exercice-là. Parce que ça, c'est un exercice alambiqué où on essaie de travailler tout, mais en fait, au final, on travaille rien. L'idéal, vous voulez travailler un truc, ok, exercice simple, boum, on est parti. Je veux telle intention, tel pattern, j'ai mon exercice, j'ai ma charge, on est parti, on peut y aller. Et à la fin, toujours se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais cet exercice-là? Okay. Si vous ne savez pas y répondre, si vous ne savez pas pourquoi il est là, parce que, et si la réponse c'est parce que je l'ai vu dans une vidéo promotionnelle d'un boxeur et que ça avait l'air trop stylé, cherchez pas, enlevez-le, il sert à rien. Okay, ou parce qu'il me fait marrer, ça c'est autre chose, tu vois. Parce que je l'aime bien, voilà. Mais si vous ne savez pas expliquer pourquoi vous faites cet exercice-là, c'est que l'exercice n'a pas forcément d'intérêt, ou alors qu'il faut aller chercher à quoi il va servir. Okay. C'est-à-dire que si je veux développer mon explosivité et que je mets de la battle rope, ok, je peux le faire, mais déjà ça va être compliqué. Et quel poids est à ma battle rope, combien de temps je vais travailler? Non. Par contre, je mets de la battle rope dans mon cardio, je me dis dans ma phase de cardio,
Je me dis, bah, c'est une Battle Europe. Pourquoi est-ce que je la mets? C'est une Battle Europe un peu légère. Je stimule mes bras, je peux venir rajouter des squats en plus, ça va faire monter mon cœur. Mes épaules vont tenir sur 30 secondes. Donc c'est bon, je peux prendre cet exercice-là, il est bien, bam, je l'ai dans ma caisse. OK, suivant. Donc voilà un peu pour conclure ces points. Donc on teste toujours, on teste en essayant de reproduire à chaque fois les mêmes conditions, en utilisant toujours le même matériel pour avoir les tests les plus précis possibles. On travaille suivant les objectifs définis. Donc on garde en tête qu'est-ce qu'on veut travailler. OK. Évoluer, varier, exercice logique et toujours garder pour savoir s'il est logique, pourquoi est-ce que je l'ai dans ma boîte à outils. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions du coup sur cette petite intervention sur la préparation physique? N'hésitez pas, j'en ai pas vu passer, j'ai vu que Charles avait beaucoup intervenu, merci beaucoup. Ok, il n'y a pas trop de questions. En tout cas, moi, en attendant, si vous avez des questions, allez-y. Je voulais vous remercier. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Donc, c'est l'avant-dernier live de 2020. La semaine prochaine, ce sera un peu particulier. Je vais avoir un combattant, un ancien combattant du Pride que vous connaissez sûrement, avec moi, où on va justement parler de tout ce qu'on a pu voir pendant ces différents lives, voir comment lui se préparait, voir qu'est-ce que ça lui parle un peu ce qu'on a vu. Donc, voilà. Alors Charles me demande l'intensité, je la mesure comment? Ah ouais, t'as plein de méthodes de mesure. Ça peut être le RPE, donc une échelle de ressenti entre 0 et 8, entre 0 et 10. Ça peut être la fréquence cardiaque. Donc en fonction de ta FC, si tu connais ta fréquence cardiaque, tu peux calculer ta fréquence de travail et ta FC max. Moi, ce que j'aime bien, surtout dans le cardio, quand je fais des exercices répétables, parce que surtout que moi j'ai un cœur, là je parle pour moi personnellement. Et pareil, quand je suis avec un combattant, je peux lui mettre la fréquence cardiaque, sauf qu'il y a déjà tellement de trucs à faire sur une séance. Si je prends le temps de lui mettre le capteur mesuré, en plus une fois sur deux, ça se connecte pas, ces choses comme ça. C'est un peu compliqué. Par contre, du coup, ce que j'aime bien, c'est juste ce que je disais tout à l'heure, c'est compter les reps et savoir si mon gars, à chaque fois, le premier round, il me fait 10, après 11, 12, 13, 14 reps, je sais qu'il n'est pas à la bonne intensité. S'il me fait 10 reps, 11 reps, 10, 10, 9, 10, là, je sais qu'il est à la bonne intensité, qu'à chaque fois, il est au maximum de la zone. Et après, c'est le temps de travail que tu vas programmer qui va lui permettre d'être dans la bonne intensité. Okay, c'est-à-dire que si tu veux travailler en puissance aérobie, tu vas prévoir des intervalles qui vont lui permettre d'atteindre une bonne puissance. Après, l'intensité, ça va être aussi une charge. Sur l'explosivité, ça va être le poids que tu mets sur ta barre. Pareil, si tu mets un poids où tu arrives à faire 10 reps, c'est pas la bonne intensité. Donc voilà. Après, moi, pour ce qui est pour les tests, je voulais revenir un peu une partie sur les tests. Moi, j'utilise des capteurs. J'ai investi dans des capteurs pour mesurer l'explosivité et la vitesse, pour mesurer le temps de réaction. Si jamais ça vous intéresse de faire un pareil pour si jamais ça vous intéresse de faire un screening, à savoir si vous avez des mouvements qui risquent d'être lésionnels ou si vous voulez avoir des infos sur votre temps de réaction, sur votre explosivité, des choses comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, soit pour poser des questions, soit pour qu'on se retrouve sur Paris ou lors d'un stage et on se voit pour faire un petit screening et pour discuter de tout ça. Donc voilà, moi, c'est des trucs que je trouve toujours cool à échanger dessus, donc n'hésitez pas. Donc pour finir, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine du coup pour la conclusion finale de tous ces lives. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, je vais essayer de la mettre en ligne dans l'après-midi ou demain. N'hésitez pas à partager la vidéo du live si ça vous a plu. Et pour finir, pour continuer un peu cette petite aventure, moi je vais vous mettre maintenant sur YouTube toutes les semaines des vidéos de développement, soit pour l'explo, soit pour le cardio, soit pour préserver vos articulations, soit pour le testing justement, un peu toutes les semaines, des thèmes différents pour faire un peu évoluer le truc. Donc voilà. Et évidemment, on n'oublie pas cet après-midi, à 17h, d'aller encourager nos petits Français qui sont en train de faire la bagarre en Pologne. Allez, salut à tous et encore merci.